Merci beaucoup, Reine, du coup, d'être avec nous pour Avec plaisir. cette première visio d'une série de 3 sur le thème donc du futur des bibliothèques et des centres de documentation placés sous le signe de l'adaptation. Et avec vous, on va parler de l'adaptation au changement climatique, hein, puisque vous avez dirigé cet ouvrage. Voilà, je joue avec mon écran vert, mais c'est un petit peu dur. Engager les bibliothèques dans la transition écologique. Merci, Reine. Tout à l'heure, on présentera la table des matières. Voilà. Et donc cet ouvrage que vous avez dirigé, Engager les bibliothèques dans la transition automatique dans la collection La boîte à outils de l'ENSIB. C'est un ouvrage dont vous allez nous parler sans doute, nous expliquer comment il est organisé, ce qu'il présente exactement comme retour d'expérience. Merci beaucoup Alice pour l'intervention dans le chat. Et c'est un ouvrage dont on sort finalement à la lecture, un peu comme à la journée BibDoc de la semaine dernière, où on s'attendrait, quand on parle de changement climatique, de transition écologique, d'être un petit peu déprimé, un petit peu découragé face à l'ampleur de la tâche qui nous attend. Mais finalement, on dirait que collectivement, nous sommes en train de sortir de la phase de sidération et de déni pour passer dans la phase de l'action. Je ne sais pas si c'était le but, mais en tout cas, c'est ce qu'on ressent à la lecture de cet ouvrage qui donne donc des pistes concrètes pour que faire en bibliothèque, également en centre de documentation qui ne sont pas explicitement traités dans le livre, mais pour lesquels ce qui est dit dans cet ouvrage peut également s'appliquer. Donc merci beaucoup Rennes. Par ailleurs, vous êtes responsable du développement des projets et des partenariats à l'ENSIB. Voilà, quelque chose qui du coup n'a pas entièrement à voir avec la transition écologique, mais peut-être que vous nous expliquerez cette double casquette également. Est-ce que vous souhaitez que l'on commence tout de suite par le jeu des questions-réponses, puisque cela va être une demi-heure sur un format questions-réponses. Je suis là pour ça. Merci. Alors, c'est parti. On va commencer tout de suite par une question un petit peu provocatrice, mais en même temps, on voit bien que ça peut être une tentation de certains élus, de certains décideurs qui sont confrontés non seulement au changement climatique, mais en plus à un resserrement budgétaire qui est assez crucial actuellement. Est-ce que pour réduire l'empreinte carbone des bibliothèques et leur impact écologique, est-ce qu'il n'est pas plus simple finalement de les fermer ? Alors, vous attaquez avec une question très tranchée, provocatrice. Résoudre les problématiques de réduction d'empreinte carbone, parce que peut-être qu'il faut aussi recadrer. Hein. On s'inscrit dans un cadre réglementaire. En 2015, la France a signé les accords de Paris avec un engagement climatique de réduction des gaz à effet de serre de moins 80% d'ici 2050. Donc, ça concerne tout ce qui fonctionne dans la société et les bibliothèques et les services culturels ne sont pas épargnés par ces enjeux et ces engagements. Après, d'en déduire qu'il suffirait de fermer les services pour réduire les gaz à effet de serre, c'est quand même un raccourci, une équation un peu rapide. Il faut aussi se poser la question de la valeur ajoutée d'une bibliothèque, qu'est-ce qu'elle apporte. C'est un service qui a un impact aussi social, culturel, qui contribue à l'amélioration d'une éducation de qualité, qui est aussi un des objectifs de développement durable, un des 17 ODD de l'agenda 2030. Donc, pour vous répondre, évidemment, non, l'équation n'est pas si rapide, c'est pas si simple. C'est pas si simple. En revanche, les bibliothèques peuvent certainement améliorer dans leur fonctionnement, leurs usages, la spécificité des services qu'elles desservent au public, peuvent améliorer cette empreinte carbone et s'inscrire dans une démarche collective de transformation sociétale, d'adaptation au changement climatique. Alors, pas fermer les bibliothèques, d'accord, parce que la valeur d'une bibliothèque, voilà, est en effet est le résultat de plusieurs facteurs, et en effet l'impact sur les développements durables en général est important. Mais il y a tout de même dans cet ouvrage, et puis
dans la profession, quand on parle d'adaptation au changement climatique, de transition écologique, le besoin en effet de changer vraiment notre façon de voir sur nos établissements, nos métiers, nos activités. Et par exemple, dans l'ouvrage, à un moment, enfin peut-être même à plusieurs moments, il est question de mutualisation des bâtiments. C'est-à-dire que quand on parle de l'impact carbone d'une bibliothèque, eh bien, il va y avoir l'impact carbone du bâtiment. Et du coup, la question est posée, faut-il penser mutualisation? C'est vrai que pour les professionnels, notamment bibliothèques départementales, le fait que la bibliothèque soit dans un local exclusif et pas dans un local qui serve à faire plein de choses, et aussi un petit peu la bibliothèque, a été pendant longtemps un impératif. Est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment qu'on change de regard sur nos normes, nos critères professionnels, des choses qui ont été notre réalité professionnelle pendant très longtemps et qui aujourd'hui sont bousculées justement par les impératifs écologiques? Alors, je ne suis pas spécialiste de l'aménagement des bâtiments et des espaces. Ce qui est certain, c'est que on peut repenser à disons, faire évoluer notre façon d'occuper les espaces, peut-être se rapprocher d'autres équipements. Cette notion de mutualisation, elle n'est pas spécifique aux espaces d'ailleurs, hein, elle peut être aussi dans le partage de savoir, de compétences. C'est quelque chose qui est abordé dans l'ouvrage, vous l'avez dit, par plusieurs auteurs. Voilà, il y a l'idée aussi d'adapter les horaires, d'avoir des plans de mobilité partagés à l'échelle d'un territoire. Parce qu'il n'y a pas que la question des espaces, encore une fois, qui a un impact climatique. Hein. Ça peut être aussi, on le voit dans le travail qu'a fait le Shift Project sur, c'est un article de Fanny Valenbois dans l'ouvrage, dans sa démarche décarbonant la culture, hein, qui est un rapport publié en 2021 que je vous invite à consulter. Lorsqu'on fait le bilan carbone d'une bibliothèque, on voit qu'il y a une part importante, plus de la moitié de l'impact du bilan carbone, de l'empreinte carbone qui est consacrée aux dépenses énergétiques, mais il y a aussi une part importante qui est liée aux déplacements professionnels, déplacements des publics. Donc, c'est intéressant après peut-être d'avoir un regard, si vous parlez de mutualisation, voilà, après, je pense que chaque contexte est très spécifique, vous parlez de petites structures, je pense qu'il faut avoir une vision globale à l'échelle d'un territoire et voilà, avoir la possibilité de collaborer, de mutualiser peut-être des espaces ou des horaires ou des... Après, moi, je n'ai pas de réponse spécifique. C'est vraiment, je pense, très particulier au terrain. Dans le livre, il y a effectivement une part importante qui est faite à l'importance de faire un diagnostic, qui est donc un diagnostic adapté à son établissement, son équipe, son territoire, ses partenaires. Et du coup, le diagnostic va évidemment pas être identique d'un établissement à l'autre. Et les actions engagées pour réduire l'empreinte écologique d'une bibliothèque vont pas être les mêmes que celles qui vont être engagées dans une autre. Mais du coup, ce qui est intéressant dans l'ouvrage, c'est qu'on a un petit peu une feuille de route qui n'est pas identique, mais qui peut se décliner pour chaque établissement. Alors, quand on parle des bibliothèques, on parle effectivement des bâtiments. Et en effet, vous avez dit, on est dans un cadre réglementaire. Ce qu'on apprécie également dans l'ouvrage, c'est que on comprend toutes ces normes environnementales, puisque du coup, il y en a plusieurs qui s'appliquent aux bâtiments, et on peut faire un choix ou un autre. Évidemment, les moyens engagés vont être différents suivant qu'on se dirige vers une option ou une autre, et du coup, ça permet de nous repérer là-dedans. Ensuite, quand on parle de réduction de l'empreinte carbone, on parle beaucoup du circuit du livre et notamment du fameux équipement des documents. Alors, y a-t-il une réponse facile à cette question? Est-ce qu'il faut arrêter de plastifier nos documents? Oui ou non? Là aussi, je ne pourrais pas vous apporter une réponse tranchée et prescriptive. Je pense que vraiment, ça s'inscrit, cette question de l'équipement durable des collections, il doit s'inscrire dans un circuit du document qui est pensé à l'intérieur d'une politique documentaire. Peut-être que c'est inscrire dès le départ de la réflexion, de la même façon que des enjeux de conservation préventive. Un document, voilà, il est aussi contraint, il dure dans le temps parce qu'on va être attentif à son exposition aux ultraviolets, à l'humidité. Voilà. Dans l'ouvrage, cette problématique est abordée par Florence Rodriguez qui, elle, conseille en fait d'aller plutôt vers de la consolidation, réapprendre des gestes métiers qui se sont peut-être perdus aussi dans la consolidation d'un ouvrage, requérir à des matériaux biosourcés et pas être dans une
j'arriverai pas à dire le mot, plastification systématique. Il faut peut-être réadapter aussi la façon dont on équipe les documents à leur usage réel et aux besoins réels. Il y a des alternatives possibles. Il existe également des recherches sur des fournitures éco-responsables. Voilà, il y a certainement des manières d'envisager la durabilité matérielle des documents en les replaçant, une façon de repenser à la fois les fournitures, retrouver des gestes métiers de conservation, de reliure. Florence, dans l'ouvrage, va jusqu'à conseiller même d'associer les publics, en fait, de les sensibiliser aussi à ce qu'est un document, la façon dont on le manipule, dont on le protège. Pourquoi pas faire des petits ateliers de réparation d'ouvrages en bibliothèque, sensibiliser aussi nos publics à la durée de vie d'un document et pas être sur des réponses systématiques de plastification. Après, voilà, moi, je ne peux pas dire oui, non, je pense que c'est vraiment aussi spécifique au type de collection. On sait qu'il y a des collections qui circulent beaucoup, qui sont très manipulées, d'autres non. Il y a des collections il y a des documents aussi qu'on acquiert et qui sont déjà reliés. Enfin, voilà, il faut je pense, il n'y a pas de discours univoque sur cette question. Par contre, y être sensible et de l'intégrer dès la réflexion, dès l'achat, dès la politique documentaire, hein, d'avoir une attention à ça, une vigilance à la façon dont on va conserver et faire durer nos documents. Ça peut être intégré de façon globale, transversale. Et dans le document, engager les bibliothèques dans la transition écologique, dans ce livre d'ailleurs, le chapitre qui est consacré à cette question insiste beaucoup, comme vous l'avez dit, sur le fait qu'il faut retrouver des compétences métiers. Et du coup, peut-être valoriser de nouveau des collègues dont c'est la mission, en fait, de faire durer les documents physiquement le plus possible et dont les compétences ne sont peut-être aujourd'hui pas encore valorisées. Et du coup, cette valorisation prend son sens dans un objectif global de transition écologique. Est-ce que c'est comme ça qu'est conçu le chapitre sur le fait de réinvestir un petit peu tout le partage de connaissances, de compétences qu'on peut avoir sur d'autres sujets, typiquement sur le numérique, les SIGB, des choses comme ça, et qui existent peut-être moins sur le traitement physique du document. C'est quelque chose sur lequel, en effet, Florence Rodriguez est attentive. Elle est elle-même une formation de relieuse. Et elle souligne comment on a peut-être perdu certains savoir-faire. Et je sais qu'elle anime elle-même des formations de sensibilisation à l'équipement durable des collections. On est aussi sur des enjeux après de spécialisation ou de formation, d'accompagner aussi une transformation, enfin peut-être pas une transformation de fond des métiers, mais savoir réadapter nos métiers, nos gestes métiers à ces enjeux de transition écologique. Et comme vous le dites, ça peut porter sur le numérique, sur l'équipement des collections, sur la gestion des espaces, etc. Et du coup, on arrive sur le sujet du management, de la gestion des équipes, intégrer la transition écologique dans vraiment le projet d'établissement, mais que chacun dans ses activités soit impliqué dans ce grand projet qui est un projet commun, de façon à éviter que le développement durable, ce soit l'affaire de certains qui s'y connaissent très bien, et finalement, ça n'impacte pas les autres, alors que normalement, c'est chacun dans ses activités de bibliothécaire à tous les niveaux qui devrait s'orienter vers cet objectif. Alors, engager sa bibliothèque dans la transition écologique, ça ne correspond pas à une compétence transition écologique spécifique. C'est en effet quelque chose qui va se décliner à travers toutes les activités de la bibliothèque. On a parlé du bâtiment, on a parlé rapidement des usages, du numérique, des collections, de l'accueil des publics, de l'animation. Au fond, c'est quelque chose qui est vraiment pris en charge dans toutes les activités, tout ce que sait faire et ce que peut faire une bibliothèque, tous les services qu'elle offre. En ce sens, en effet, c'est quelque chose à intégrer au quotidien dans les fonctions de chacun. Pour autant, ça peut être intéressant d'avoir à l'échelle d'un réseau de bibliothèques, par exemple, un relais d'ambassadeurs des DRS ou de référents des DRS. Des DRS, c'est développement durable, responsabilité sociétale. On entend plein d'appellations, hein, je prends celle-là, mais ou transition écologique. Ça peut être intéressant quand même pour avoir des partages de savoir-faire. Vous avez parlé tout à l'heure de diagnostic, de bilan, de savoir se situer où on en est. J'ai parlé des ODD, c'est aussi intéressant que les bibliothèques s'interrogent sur déjà tout ce qu'elles font, parce qu'en fait,
vous faites déjà énormément de choses dans ce champ-là et c'est intéressant déjà de savoir le diagnostiquer, l'identifier pour pouvoir aussi mieux le valoriser et le faire savoir, le faire connaître. Donc après, ça, c'est un travail collectif et puis qui peut être porté par un réseau d'ambassadeurs ou par certaines personnes identifiées. Mais en effet, c'est quand même un engagement de chacun dans toutes les missions, les fonctions, les savoirs et savoir-faire qui se dégagent en bibliothèque, on peut intégrer cette dimension de transition écologique. Il y a quelqu'un qui... DDRS, voilà, développement durable et responsabilité sociétale. Merci à l'intelligence collective qui s'exprime. On parle aussi de RSE, responsabilité sociétale environnementale, transition écologique. Voilà, selon d'où on se positionne, le discours qu'on a, on peut adopter différentes appellations. La notion de développement durable, elle date d'une certaine époque. Elle a été critiquée aussi parce qu'elle associait la notion de développement à celle de durabilité. C'est pas si simple. Voilà, donc on entend parler de DRS, transition. Voilà, je pense que transition écologique, c'est vraiment le choix moi que j'ai fait pour introduire l'ouvrage et lui donner un titre, parce que c'était le plus englobant. Et cette notion de transition écologique, elle porte pas que sur les aspects climatiques et pas que sur les impacts en termes de fonctionnement que vous avez évoqués, mais elle englobe aussi toute la responsabilité sociale que peuvent avoir les bibliothèques dans l'accompagnement, la sensibilisation des publics, mettre à disposition des collections, contribuer à un accès à une information de qualité, qui sont aussi des enjeux pour faire monter en savoir, sensibiliser un public dans ce qu'on appellerait une littératie écologique. C'est pour ça que cette notion de transition écologique, elle me semblait plus englobante, la plus englobante en tout cas pour introduire l'ouvrage. Alors par rapport aux collections, qui effectivement les bibliothèques sont des centres de ressources, des centres où l'on peut s'informer, et comme on est en effet en période de transition, de grands changements, les bibliothèques et centres de documentation, puisque pour les élèves finalement c'est la même chose, doivent être des lieux où on peut en effet s'informer sur les changements climatiques de façon à prendre les décisions qui seront les meilleures ou les moins mauvaises, en tout cas pour les années qui viennent. Alors encore une question un petit peu rentre dedans, provocatrice, faut-il que l'on mette à la poubelle nos ouvrages climato-sceptiques qui malheureusement ont fleuri dans l'édition et quelquefois sont encore présents sur nos rayons? Je répondrai en deux temps. D'abord sur la façon dont vous avez introduit la question. C'est pas que pour prendre les bonnes décisions, je pense qu'il y a un enjeu d'accès à l'information. C'est aussi accompagner un changement profond dans nos représentations socio-culturelles de l'environnement, notre façon dont on s'inscrit, notre rapport au monde, notre rapport aux autres. La transition écologique, elle réinterroge aussi tout ça. On parle beaucoup, notamment chez les jeunes générations, d'éco-anxiété. Voilà, les bibliothèques ont certainement un rôle d'accès à une information de qualité, et pas simplement à de l'information, mais aussi peut-être à des espaces de débat citoyens, de réflexion, d'échange, tout ce que savent faire déjà les bibliothèques. Donc voilà, ça va au-delà de donner des informations pour ensuite faire des choix, mais aussi accompagner une transformation qui peut être profonde et avec une dimension aussi émotionnelle de la transition écologique qui n'est pas à ignorer, parce que je pense que ça nous affecte aussi nous en tant que personnel et que professionnels des bibliothèques. Ça nous réinterroge aussi dans nos pratiques, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qu'on fait au quotidien, la façon dont on le fait. Et donc sur la question, c'était la question de nettoyer les collections. Voilà, c'est vrai que c'est une question assez radicale. Je pense que c'est peut-être pas le bon angle pour la poser, parce que finalement, ça nous repositionne, nous, professionnels, dans notre travail de sélection documentaire. En fait, on développe pas des collections dans tous les sens et n'importe comment. On s'inscrit dans des chartes documentaires, des politiques documentaires, et c'est pas spécifique à la question de la transition écologique, parce que des postures sceptiques sur certains sujets, ou voilà, avec des interprétations biaisées. On peut le retrouver dans plein de domaines, et je pense que c'est pas une réponse, c'est pas oui, non. Je pense que c'est plutôt à repenser dès le départ de nos savoir-faire, de nos compétences métiers spécifiques, qui sont la sélection, le développement d'une collection, la façon dont on s'inscrit dans des politiques documentaires. Aujourd'hui, il y a quand même sur les questions du changement climatique un certain consensus scientifique
qui est quand même aussi dont les politiques nationales, les feuilles de route ministérielles se font l'écho. Enfin, je veux dire, voilà, ce que peut faire en revanche la bibliothèque, c'est ouvrir des espaces de débat, d'information, de sensibilisation, se faire le lieu aussi d'une bibliodiversité. Toute la programmation culturelle que peut avoir une bibliothèque peut être aussi des lieux d'espace d'échange, de débat démocratique. Les bibliothèques sont aussi des espaces de construction, d'échange de points de vue. Donc, c'est plus ce qui est intéressant à privilégier plutôt que d'avoir une approche presque de censure ou d'autocensure sur certains sujets. Voilà, pour moi, c'est une problématique qui n'est pas spécifique à la transition écologique. C'est vraiment comment on développe une collection, comment on sélectionne certains ouvrages, pas d'autres. Il y a des éditeurs de référence, des auteurs de référence, mais je pense que c'est vraiment le travail, le savoir-faire d'un bibliothécaire et qui fait que voilà, qu'il y a un vrai savoir-faire métier aussi dans l'élaboration d'un fonds. Pour en revenir à l'impact de ces sujets dans les équipes, puisqu'on voit, voilà, forcément que ça va être un sujet qui va bousculer pas mal de choses, donc bousculer le savoir-faire des collègues chargés de l'équipement, bousculer celui des collègues chargés des acquisitions, peut-être bousculer celui des collègues chargés du numérique aussi. On en parlera après. Y a-t-il des pistes dans l'ouvrage sur la façon d'embarquer une équipe dans un projet de transition écologique ? Alors qu'on est dans un contexte où, voilà, on n'est pas forcément dans un contexte très confortable, on est dans un contexte où les moyens se réduisent, où on nous demande de faire de plus en plus de choses aussi. Voilà, y a-t-il des moyens spécifiques sur ce sujet-là pour un petit peu motiver les personnes sur ce thème ? Dans l'ouvrage, il y a plusieurs articles qui traitent de ce sujet. Je vous renverrai à celui de Raphaël Batz en contexte bibliothèque universitaire et également à Bruno Fouillet qui montre aussi comment il a accompagné ses équipes avec vraiment un projet de territoire. Et en fait, je cite volontairement ces deux articles parce que je trouve qu'ils montrent très bien cette progressivité qu'il y a dans la sensibilisation et l'adhésion des équipes à un projet collectif et que ça ne se porte pas qu'au niveau de la bibliothèque. C'est aussi un projet qui dépasse l'échelle de l'équipement spécifique, mais qui s'inscrit dans une politique de territoire, de sensibilisation, de montée en compétences et d'évolution dans nos façons de faire et nos pratiques métiers. Ça ne remet pas en cause ce qu'on sait faire et ce n'est pas forcément faire plus. C'est plutôt peut-être faire autrement sans perdre de vue l'utilité et la valeur ajoutée de ce qu'on fait au quotidien. Après, dans les faits, il y a beaucoup d'exemples donnés sur des ateliers de sensibilisation, mais qui sont déjà un premier niveau de sensibilisation, d'information et qui sont même pas de formation professionnelle, mais déjà un niveau de sensibilisation citoyenne. On est tous citoyens, tous contributeurs et publics et participants de cette transition écologique et déjà d'en avoir la compréhension de quoi parle-t-on. Je pense que c'est déjà un premier niveau, voilà, mais en tant qu'individu, avant même qu'en tant que professionnel. Alors, il existe beaucoup de formats de sensibilisation. Ça va de la fresque du climat, fresque du numérique, atelier d'automne. C'est des formats qu'on trouve répliqués à l'échelle du territoire, que nous, on peut mettre en place, par exemple, au niveau de l'université, en direction des étudiants, en direction des personnels. Je rappellerai également qu'il y avait eu une annonce, je crois que ça doit être en automne 2022, si ma mémoire est bonne, du ministre de la fonction publique qui a annoncé une formation systématique de tous les agents publics aux enjeux de la transition écologique. Donc on est aussi sur une montée en compétences ou en tout cas une montée en conscience collective sur ce sujet qui dépasse de loin l'approche des professionnels des bibliothèques, mais qui nous concerne tous, individus, citoyens, au quotidien. On agit dans cette transition. Et puis après, on peut avoir une déclinaison avec des spécificités métiers dont on a parlé sur l'équipement, le numérique, etc. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais Si, bien sûr. Oui, c'est un accompagnement. Est-ce que sur ce sujet, peut-être encore plus que sur d'autres, il est urgent de faire savoir aux décideurs et aux tutelles le rôle
particulier des bibliothèques et des centres de documentation, le rôle que nous pouvons jouer dans ces affaires-là. Est-ce que c'est vraiment crucial de s'inscrire dans les politiques alors de développement durable ou de transition écologique selon le vocable qui est choisi par sa tutelle ou son établissement qui est au-dessus de nous, de s'inscrire là-dedans ou en plus d'être force de proposition par rapport à ces sujets-là? Alors là, on parle plus d'un enjeu de visibilité que de conviction, puisque la transition écologique, c'est aussi inscrit dans les politiques publiques des cadres réglementaires. Donc, les tutelles sont aussi dans ce cadre-là. Donc, ce n'est pas tellement à convaincre qu'il y a un enjeu à s'inscrire dans la transition écologique que donner de la visibilité de ce que font, de ce que peuvent faire les bibliothèques, de comment elles peuvent être moteurs, actrices dans leur territoire pour agir. Donc là, on est presque plutôt sur des enjeux de visibilité et d'advocacy. Et qui n'est pas spécifique à la transition écologique, qu'on peut retrouver autour, par exemple, des enjeux d'EMI, éducation média à l'information, accès à une information de qualité. C'est des choses, je dirais, dont les bibliothèques sont convaincues. Et il y a cet enjeu d'advocacy, de démontrer aussi la valeur ajoutée sociale, sociétale, culturelle que peuvent avoir les bibliothèques dans leur territoire, sur leur terrain. Alors après, comment faire? Je ne sais pas si c'est une part de votre question. Oui, bien sûr. Alors, il y a des associations comme l'ABF qui ont des commissions advocacy, qui ont aussi une excellente commission bibliothèque verte qui est très active. Donc, ils peuvent aussi donner des pistes. Après, l'enjeu de visibilité, je pense qu'il se travaille déjà au niveau de la formalisation de la stratégie de l'établissement. Intégrer les enjeux de transition écologique dans son projet d'établissement, le rapport d'activité annuel, s'il est sous l'angle aussi de la mobilisation des activités de la bibliothèque sur la transition écologique, c'est une façon aussi de montrer et démontrer ce que font déjà les bibliothèques, partir déjà de ce qu'on fait, parce qu'en fait, les bibliothèques sont déjà, par leur nature, par les services qu'elles rendent, elles sont déjà légitimes, je dirais, à accompagner cette transition écologique. Elles font déjà beaucoup de choses. C'est pas toujours vu de l'extérieur et je vous rejoins, il y a certainement un enjeu de visibilité auprès des tutelles. Mais voilà, il ne faut pas désespérer. Je pense qu'il y a déjà énormément de choses qui se font et qu'il faut les valoriser, les montrer. Ça peut être aussi, les publics sont sensibles à ce que font les bibliothèques. Nos publics peuvent être d'excellents ambassadeurs aussi du rôle que peuvent avoir les bibliothèques, des services qu'elles rendent. Et puis après, on est aussi sur des sujets qui ne s'inscrivent pas qu'à l'échelle du territoire de l'équipement, mais qui sont des sujets portés de façon nationale, voire internationale. Il y a un agenda 2030, il y a un calendrier du développement durable qui existe. La bibliothèque peut aussi s'inscrire dans ces calendriers à grande échelle et valoriser ses actions. Il y a le mois du vélo, le jour de la mobilité durable. Peut-être que ce jour-là, communiquer autour, montrer ce que fait déjà la bibliothèque dans ce domaine-là. Il ne faut pas hésiter à s'inscrire aussi dans des trames qui sont plus larges et qui vont bien au-delà de la bibliothèque pour aussi leur donner de la visibilité, montrer comment elles s'inscrivent dans une dynamique qui est territoriale, nationale, internationale sur ces sujets-là. Oui, ma question, effectivement, portait sur la visibilité des actions que font déjà les bibliothèques et peut-être aussi sur une logique de concurrence. C'est-à-dire que si les bibliothèques viennent être concurrencées sur leur terrain par d'autres organismes, d'autres services, d'autres structures, sur des choses qu'elles font déjà, il y a un côté, alors qui certes est déjà vexant à titre professionnel puisqu'on ne s'est pas rendu assez visible, mais surtout en termes d'efficacité pour œuvrer pour la transition écologique qui devient du coup inefficace. Donc d'où l'intérêt en effet de dire que nous sommes a priori les champions sur ce qui est du prêt et de la réutilisation de ressources puisque c'est quelque chose que nous faisons depuis des siècles. Donc voilà, c'est un exemple. Alors je n'avais pas pensé à cette notion, cette approche concurrentielle parce que il me semble que sur des enjeux comme la transition écologique, on ne se pense pas de façon insulaire, de fait. Et peut-être que là où il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y aurait aussi peut-être des affinités à travailler, des partenariats à développer, des collaborations à inventer. Donc, on peut aussi retourner cette potentielle concurrence comme en fait une fédération, une dynamique à enclencher. Et pour finir, pour donner un exemple aussi
peut-être de visibilité et de démonstration de ce que peuvent apporter les bibliothèques à l'échelle d'un territoire dans ces problématiques de transition écologique, et auxquelles on peut être, je pense, très sensible quand on est en charge d'une politique locale. C'est la dimension de refuge climatique en cas de gros événements. Alors, événements climatiques, ça peut être les crues, les inondations, le froid, mais aussi les canicules. On sait que certaines bibliothèques contribuent à des plans de résilience urbaine en offrant des espaces tempérés, des fontaines à eau, et contribuent vraiment à un accueil dans la dimension sociale, mais même presque sanitaire, de publics qui sont en situation de difficulté dans des contextes d'événements climatiques forts. Donc, cette dimension aussi potentielle de refuge climatique des bibliothèques peut être aussi intéressant à explorer. Alors après, je pense que ça dépend vraiment des terrains et des contextes, évidemment. Mais ce sont des lieux d'accueil. Ce sont des lieux d'accueil ouverts, gratuits, sans distinction de public. Et ça, c'est aussi un point fort des bibliothèques, certainement. Alors, on a effectivement des points forts dans ces défis qui sont les nôtres aujourd'hui. On a certainement également des points faibles. Y en a-t-il qui sont pointés dans le document? Y en a-t-il que les différents auteurs du livre ont relevé, où il y a un petit peu un consensus sur ce qui nous manque? Y a-t-il vraiment des choses sur lesquelles on pourrait être attendu et sur lesquelles nous ne sommes pas aujourd'hui, bibliothécaires et documentalistes? Je ne sais pas. On n'est pas parfait, c'est pas possible. Je ne sais pas, parce que je pense qu'on est très complémentaires à d'autres équipements, à d'autres savoirs, à d'autres métiers, à d'autres services publics. Et que donc, il faut vraiment se penser dans une chaîne de complémentarité de cette transformation sociétale. Donc, moi, je n'ai pas cette approche de là où on serait moins fort. Et du coup, par rapport à une complémentarité, y a-t-il justement des partenariats sur lesquels ça serait évident que dans toutes les villes, la bibliothèque soit partenaire de telle ou telle structure, que le CDI du collège ou du lycée travaille avec telle, et où aujourd'hui ça ne se fait pas tellement et ça pourrait être très bénéfique pour la transition écologique? Est-ce que c'est quelque chose qui apparaît dans le livre en disant, bon, parce que c'est beaucoup des retours d'expérience en fait d'établissements qui du coup prennent du recul par rapport à ces expériences, donc d'où l'intérêt, évidemment. Mais du coup, est-ce qu'il y a plusieurs établissements qui se sont dit, ah bah tiens, là-dessus, on aurait pu aller plus loin, peut-être que la prochaine fois, on fera plutôt comme ceci, comme cela, etc. Il y a certainement des choses intéressantes à creuser du côté justement des partenariats, des collaborations. Vous parliez des centres de doc, des collèges. Il y a un exemple dans le livre que je trouve très, très inspirant, c'est les maisons de l'environnement. Donc, il y a tout un réseau de maisons de l'environnement, certaines ont des centres de doc. Et par exemple, la maison de l'environnement du Rhône a tissé des partenariats avec des collèges pour faire la sensibilisation à la transition écologique et travaille avec les centres de documentation et a mis en place le prix Lire pour agir, qui est un prix qui est renouvelé chaque année, auquel toutes les bibliothèques, centres de doc peuvent s'associer et qui crée aussi vraiment une dynamique avec une approche par la documentation du sujet. Donc ça, c'est un exemple de choses qu'on peut développer en complémentarité. Du côté de l'économie sociale et solidaire aussi, il y a certainement beaucoup de choses à faire. On voit déjà dans certaines bibliothèques des espaces de troc, de réparabilité, de réparation, d'accompagnement aussi à entretenir ces équipements numériques, etc. Donc, on voit que les bibliothèques sont aussi inventives, créatives et sont des lieux intéressants pour le partage de savoir entre pairs, de compétences, y compris les publics peuvent eux-mêmes accompagner, aider. On peut être aussi sur des partages de savoir-faire et de compétences intéressantes par le biais d'ateliers ou d'espaces de troc. Et puis, il y a tout, côté économie circulaire également. Il y a des choses qui se font, qui se tentent. Je pense que vraiment, ce côté partenariat, explorer des complémentarités avec des associations locales, il y a certainement des choses très intéressantes à creuser.
Je rebondis sur une question dans la conversation. Je me permets du coup de lire la question. Le GIEC, le fameux, est de plus en plus alarmant, entre guillemets, sans tomber dans l'alarmisme, entre guillemets également. Est-il temps d'oser proposer des actions et des intervenants plus engagés ou serait-ce contre-productif? Je me permets de faire le lien entre cette question et un entretien qui est dans l'ouvrage, Engager les bibliothèques dans la transition écologique, l'entretien avec Martine Schaffer, si je prononce Marin, voilà, j'ai mis un T en trop. Marin Schaffer, qui à un moment dit, en gros, c'est bien, je paraphrase certainement très mal, c'est bien gentil de vouloir faire des choses pour la transition écologique, mais bon, quand il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de moyens. Et il est temps de se battre pour défendre les services publics. Et il cite un certain nombre de choses sur lesquelles il faudrait que l'on, au sens large, soit plus offensif. Est-ce que, effectivement, c'est une bonne stratégie? Est-ce que le temps de l'offensivité est venu? Alors là, on glisse sur la question peut-être d'un engagement plus militant. Or, je trouve que c'est pas si simple à répondre quand on est bibliothécaire. Parce que on est engager un établissement, c'est vraiment l'inscrire dans une politique, l'accompagnement d'une transformation sociétale, d'être aussi un levier de transformation, d'accompagnement des publics. Après, ce glissement vers un engagement plus militant et plus individuel, il n'entraîne pas l'institution. Donc, je ne saurais pas vous répondre. Et Marin Schaffner, lui, il est vraiment plus sur les problématiques d'écologie du livre. C'est assez spécifique. Voilà, donc, on ne peut pas non plus tout à fait plaquer. Et pour répondre en fait, je ne peux pas répondre à la question sur le GIEC. Là, je pense que chaque bibliothèque construit sa politique d'action culturelle, d'espace de débat. On est sur des problématiques sciences et société, sur lesquelles les bibliothèques ont en effet un rôle à prendre, comme lieu de transfert ou d'échange de sciences participatives ou d'échange entre le monde scientifique et la société civile. Les bibliothèques sont des lieux tout à fait indiqués et légitimes pour être ces lieux d'échange. Après, voilà, moi, je pourrais pas vous dire qu'il faut inviter ou ne pas inviter. Est-ce que un engagement trop marqué, entre guillemets, pourrait être contre-productif, peut-être lasser ses tutelles, lasser son public? Peut-être qu'en effet, tout le monde n'est pas sorti de la phase de déni par rapport au changement climatique, à la transition écologique. Est-ce qu'il faut y aller encore doucement? Je pense qu'il ne faut pas confondre engagement et discours politique. L'engagement d'une bibliothèque, c'est déjà agir sur son quotidien, son fonctionnement, être déjà exemplaire, tant qu'on peut, comme on peut, montrer déjà au quotidien par plein de petites actions ce qu'on peut mettre en place et être cohérent, inscrire ces problématiques de transition écologique à l'échelle de son projet d'établissement, c'est vraiment le traduire par une politique numérique responsable, par une réflexion sur les espaces, la gestion des flux, l'énergie, la température de chauffage en hiver, etc., la gestion des déchets, un plan de mobilité. Je pense que c'est déjà travailler sur soi, c'est déjà une façon de s'engager et de transférer ça, de partager ça au public. Être davantage dans l'exemplarité que dans l'agression, finalement. Oui, et puis déjà, monter soi-même, on a des marges d'action. C'est pour ça que c'est intéressant de partir d'un bilan, d'une forme d'autodiagnostic. Il y a plusieurs types de diagnostics. Pas forcément un bilan carbone, mais ça peut être déjà faire le point sur la façon dont on travaille. Est-ce qu'on met en œuvre aussi les cadres réglementaires type loi AGEC, où il y a un certain pourcentage de matériaux recyclés intégrés dans les achats, la notion d'achat durable, etc. Voir déjà ce qu'on fait soi-même dans son fonctionnement en tant qu'établissement, c'est déjà aussi une façon de montrer ce qu'on peut faire, je pense, et puis d'être soi-même dans ce mouvement de transformation. On va arriver au terme de cette visio. Alors voilà, on a démarré avec beaucoup d'aléas techniques, mais on arrive vers la fin. On n'a pas évoqué votre parcours plus personnel, du coup. Qu'est-ce qui vous amène dans votre activité professionnelle personnelle d'être coordinatrice aujourd'hui d'un ouvrage qui aujourd'hui fait référence sur le sujet? Comment en êtes-vous arrivé là?
Alors, c'est comme toujours le croisement de progression personnelle, mais aussi professionnelle. À l'ENSIB, il y a quelques années, je travaillais avec une collègue qui est Raphaël Batz, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est qui s'engage beaucoup, qui propose beaucoup de choses et qui avait mené une réflexion et impulsé un mouvement en 2017 pour les bibliothèques françaises engagées dans l'agenda 2030. Et un peu de façon collatérale, je m'étais intéressée à ce travail, et elle avait travaillé sur un document notamment où des bibliothèques montraient comment elles identifiaient déjà tous les ODD sur lesquels elles s'engageaient, les objectifs de développement durable. Et donc ça m'avait déjà interpellée, sensibilisée au fait que les bibliothèques sont des actrices, et des actrices d'autant plus légitimes par leur mission de ces problématiques de développement durable. Il y a une littérature aussi antérieure à ce sujet-là. Voilà, je pense... Joachim Schopfel en parle dans le premier article qui introduit l'ouvrage. Il revient aussi sur l'engagement des bibliothèques dans ce sujet-là depuis, je crois que ça remonte à 2014, il me semble, le premier ouvrage sur ce sujet-là. Donc voilà, ça m'avait déjà sensibilisée. Et puis ensuite, progressivement, je me suis associée à au service formation tout au long de la vie de l'ANSSIB. Et aujourd'hui, je coordonne 2 parcours de formation à transition écologique, donc un parcours de 5 focus qu'on peut suivre de façon tout à fait individuelle, autonome. On peut suivre les 5 ou un seul de ces 5 focus. Engager sa bibliothèque dans la transition écologique, donc il y a un focus qui va traiter des collections, un autre qui va traiter du numérique responsable, un autre du management environnemental, etc. Et puis une formation de 2 jours là, qui sera proposée en juillet sur intégrer les enjeux de transition écologique au pilotage de son établissement. Et là, qui sera vraiment avec une approche globale, pilotage, cadre réglementaire, des focus sur qu'est-ce que l'empreinte carbone d'une bibliothèque, qu'est-ce qu'une politique d'achat durable, une politique de numérique responsable. Engager aussi ses équipes, le management environnemental en bibliothèque. Donc voilà, j'ai été amenée à travailler, à coordonner ces formations, donc ça m'a aussi rapprochée de ce sujet-là. Et puis ensuite, au sein de l'ENSIB, je suis référente des DRS pour l'établissement, qui n'est pas une bibliothèque pour le coup, qui est un établissement à la fois universitaire et école de service public. Donc voilà, je suis aussi impliquée dans ces sujets-là, mais vraiment en tant que on va dire, appui et coordinatrice d'une stratégie DRS pour un établissement. Donc, je me pose toutes ces questions que peuvent se poser aussi en bibliothèque. Voilà, des actions qu'on peut mettre, de la problématique de faire monter en compétence des équipes, de sensibiliser les publics. C'est des choses qu'on va retrouver finalement, qui ne sont pas spécifiques aux bibliothèques, mais qu'on va pouvoir retrouver dans tout type d'établissement.